Savez-vous ce qu'il y a de pire dans la trahison? Ce n'est pas le moment où vous le découvrez. C'est le moment où il pense que vous ne le saurez jamais. Ce soir, la maîtresse de mon mari se tenait sur le parking, agitant les clés de sa voiture devant mon visage comme un trophée brillant. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri car, au fond de ma poche, je tenais la seule chose qui détruit un homme plus vite que n'importe quelle injure, une preuve absolue. Ils célèbrent leur victoire, mais je m'apprête à nettoyer l'échiquier. Je m'appelle Audrey Butler et, au cours des 15 dernières années, j'ai bâti un empire sur le socle de l'immobilier de Chicago. J'ai 41 ans, je suis la fondatrice d'Asterin Capital and Hospitality, et je connais la différence entre l'odeur d'une affaire qui se conclut et l'odeur du désespoir. Ce soir, cependant, l'odeur dans mon pantouse de Gold Coast était strictement celle de grains d'arabica torréfiés et quelque chose qui sentait vaguement le mensonge. L'horloge numérique du réfrigérateur Sub-Zero brillait. Il était 1h45 du matin. Mon mari, Dylan Cross, était enfin rentré. Il entra dans la cuisine, desserrant sa cravate en soie avec un soupir dramatique destiné à solliciter de la sympathie. J'étais assise au comptoir en marbre, les mains entourées par un mug en céramique devenu froid depuis 1 heure. Dylan était le PDG d'Asterin Urban Development, une filiale que j'avais créée spécifiquement pour lui. Je l'avais fait parce que je l'aimais, et parce qu'un homme comme Dylan, qui avait grandi en se battant pour des miettes dans une ville ouvrière déclinante, avait besoin d'une scène. Je lui ai donné les lumières, le script et le public. Je n'avais simplement jamais pensé qu'il commencerait à improviser ses répliques. « Tu es encore debout » dit Dylan, la voix éraillée par la fatigue. Il passa devant moi, se penchant pour déposer un baiser superficiel sur mon front. Il sentait le scotch et cet air stérile et recyclé d'un hall d'hôtel de luxe. J'examinais les projections trimestrielles pour la chaîne hôtelière Montijo avec aisance. En réalité, j'avais fixé l'horizon de la ville, regardant les lumières de l'hôtel Drake, en me demandant pourquoi le téléphone de mon mari tombait directement sur sa messagerie vocale depuis 18 heures. Dylan se versa un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir face à moi. Il sortit son téléphone de sa poche et le posa immédiatement face contre le marbre. Ce petit mouvement instinctif me frappa plus fort qu'une gifle. C'était le geste universel d'un homme gardant un secret. « Soirée difficile » demandai-je, en gardant une voix douce. C'était la danse que nous exécutions. À l'extérieur de ces murs, j'étais le requin qui mangeait ses concurrents au déjeuner. À l'intérieur, je me débarrassais de l'armure. Je jouais la femme solidaire parce que je voulais que notre maison soit le seul endroit où nous n'avions pas à rivaliser. Épuisante, expira-t-il, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Les investisseurs de New York sont brutaux. Ils veulent extraire chaque centime du projet de Front de Lac avant de signer. J'ai parlé jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. J'acquiesçai, buvant une gorgée de mon café froid juste pour avoir quelque chose à faire. L'expansion du lac Michigan. Je pensais que c'était déjà dans la phase de zonage. Dylan se raidit légèrement. C'était microscopique, une infime tension dans ses épaules que seule une épouse ou un prédateur remarquerait. Ça l'est, dit-il rapidement. Mais tu sais comment sont ces types. Ils ont besoin d'être choyés et invités au restaurant. Ils ont besoin de se sentir comme des rois avant de libérer le capital. Il marqua une pause, me regardant avec ses yeux de jeune garçon qui m'avait charmé il y a 10 ans. En fait, c'est ce dont je voulais te parler. J'ai besoin d'une autorisation pour un transfert, juste pour graisser les rouages. Je posai mon mug. Combien? 380 000 $, dit-il. Il prononça le chiffre avec désinvolture, comme s'il demandait 20 $ pour payer le livreur de pizza. 380 000 $. C'est un montant important pour des frais de représentation, Dylan, dis-je, en gardant un ton neutre. Ce n'est pas juste un dîner, Audrey, dit-il, sa voix prenant un ton défensif. Ce sont des frais de clôture. C'est la réservation de suites privées pour leur équipe, les dépôts de garantie pour les lieux, les cadeaux. Nous parlons d'un projet de 100 millions de $ ici. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. C'est toi qui me l'as appris. Je le regardais. Je le regardais vraiment. Il portait le costume que je lui avais acheté, la montre que je lui avais offerte pour notre 5e anniversaire, debout dans la cuisine que j'avais payée. Il avait raison, je lui avais appris cela, mais je lui avais aussi appris la diligence, et ce qu'il disait ne correspondait pas à la réalité de l'entreprise que j'avais bâtie. Je connaissais le projet du lac Michigan sur le bout des doigts. Je savais que les permis de zonage étaient bloqués au conseil municipal à cause d'une étude d'impact environnemental.
Aucune clôture d'affaires n'avait lieu cette semaine. Aucun investisseur ne venait de New York car j'avais moi-même vérifié le registre des relations investisseurs il y a seulement 2 jours. Mais je ne dis rien. D'accord, dis-je. Dylan cligna des yeux, surpris par la facilité avec laquelle je capitulais. D'accord, si tu dis que c'est nécessaire pour l'entreprise. Je te fais confiance, dis-je, forçant un sourire qui me paraissait crispé. J'autoriserai le transfert vers ton compte d'exploitation demain matin. Le soulagement l'envahit, suivi immédiatement par un éclair d'arrogance qu'il tenta de cacher. Il s'approcha et me serra dans ses bras, enfouissant son visage dans mon cou. Merci, bébé. Tu es la meilleure. Je te promets que cette affaire sera la bonne. Je vais te rendre fier. Il se recula, saisit son téléphone toujours en faisant attention à ne pas laisser l'écran face à moi et se dirigea vers la chambre. Je vais m'écrouler. Ne reste pas debout trop tard. J'attendis d'entendre le clic de la porte de la chambre se fermer. Puis le silence du pantouse s'abattit sur moi, lourd et étouffant. Je pris ma tablette et la déverrouillai. Je ne me rendis pas sur l'écran de transfert. Au lieu de cela, je consultai les rapports de dépenses de sa filiale pour les 3 derniers mois. J'avais ignoré les signaux d'alarme auparavant, les écartant comme de la paranoïa ou le coût des affaires. Mais maintenant, en regardant l'écran brillant dans la cuisine obscure, les données formaient un schéma que je ne pouvais plus nier. Il y avait des frais pour des restaurants que je savais que Dylan détestait, de lieux de cuisine fusion avec des menus dégustation qui duraient 4 heures. Il y avait des séjours répétés dans un hôtel boutique du West Loop, réservé sous le motif d'hébergement pour consultants. Il y avait des achats dans des bijouteries avec lesquelles Astrin n'avait aucun partenariat commercial. Et maintenant, 380 000 $. Il l'avait demandé sous forme de chiffres ronds. Les gens qui mentent au sujet de l'argent utilisent presque toujours des chiffres ronds. Les dépenses professionnelles réelles s'élèvent à 382 415 $, elles sont précises. Le désespoir crée des chiffres ronds parce qu'ils semblent substantiels et nets. Je regardais mon café. Une fine pellicule s'était formée à la surface. Pendant des années, je m'étais convaincu que mon succès était un bouclier qui protégeait notre mariage. Je pensais que si je lui donnais assez de pouvoir, assez d'argent, assez de liberté, il ne ressentirait jamais le besoin de regarder ailleurs. Je pensais que nous étions partenaires. Mais en visualisant le montant du transfert demandé, j'ai réalisé que je n'étais pas une partenaire, j'étais une ressource. J'étais la banque. Je me levai et marchai vers l'évier, versant le liquide sombre et froid dans le siphon. Je le regardais tourbillonner, disparaissant dans les tuyaux sombres. L'Audrey qui signait aveuglément des chèques parce qu'elle voulait être une bonne épouse était partie. Elle venait d'être versée dans l'évier avec le café. Je rinçai le mug et le plaçai dans le lave-vaisselle. Mes mouvements étaient calmes, mécaniques. Je n'avais pas envie de pleurer. Je ressentais une clarté étrange et glaciale s'installer dans ma poitrine. Si Dylan voulait jouer le rôle du PDG de haut vol prenant des décisions majeures, je le laisserais faire. Je lui donnerais la corde qu'il demandait. Je transférerais les 380 000 $, mais je ne ferais pas que les lui remettre. J'allais suivre chaque parcelle de cette somme. J'éteignis les lumières de la cuisine, plongeant la pièce dans l'obscurité. Alors que je marchais vers la chambre où mon mari dormait paisiblement avec ses secrets, je fis un vœu silencieux. Il pensait conclure une affaire, il n'avait aucune idée qu'il ouvrait une enquête. La paix dans cette maison était déjà brisée. Maintenant, il s'agissait simplement de découvrir exactement combien les décombres allaient lui coûter. Le soleil matinal frappait les comptoirs en granit de ma cuisine avec un éclat qui me paraissait insultant. Je me tenais près de la machine à expresso, écoutant le broyeur pulvériser les grains sons violents qui correspondaient à la fréquence de mes pensées. J'avais autorisé le transfert de 380 000 $ à 7 heures du matin. À 7h15, j'étais au téléphone avec le seul homme de Chicago en qui j'avais plus confiance qu'en mon avocat. Elliot Price était mon directeur financier depuis l'époque où Astrin n'était rien de plus qu'une SARL enregistrée et un ordinateur portable sur une table de salle à manger. C'était un homme de peu de mots et d'une précision absolue. Audrey, répondit-il à la première sonnerie. Il ne perdit pas de temps en politesse. Il savait que je n'appelais jamais sa ligne personnelle aussitôt à moins que le bâtiment ne soit en feu. Je viens d'approuver un transfert vers le compte d'exploitation du développement urbain, dis-je, gardant ma voix basse, bien que je sois seul dans la cuisine. 380 000 $. Le mémo indique que c'est pour des dépôts de fournisseurs sur le projet du lac Michigan. Je le vois, dit Elliot.
Je pouvais entendre le cliquetis de son clavier mécanique en arrière-plan. Tu veux que je le bloque? Non, dis-je. Laisse-le passer, mais j'ai besoin que tu marques cet argent. Je veux savoir exactement où il atterrit, pas seulement la banque réceptrice. Elliot, je veux le bénéficiaire final. S'il transite par une société écran, je veux savoir qui possède cette société. Le cliquetis s'arrêta. Audrey, tout va bien? Juste un audit, dis-je. Strictement interne. Et Elliot, cela reste entre nous. Ne l'inscris pas encore sur le registre officiel. Compris, dit-il. J'aurai un tracé préliminaire d'ici midi. Je mis fin à l'appel au moment même où j'entendis la douche s'arrêter à l'étage. Je mis le téléphone dans ma poche et pris un fouet. Au moment où Dylan entra dans la cuisine, j'étais en train de retourner une omelette. Je forçais mes épaules à se détendre. J'ajustais mon visage pour prendre l'expression douce et accueillante d'une épouse qui n'avait rien d'autre à se soucier que le petit déjeuner. Dylan semblait reposé. La fatigue de la nuit dernière s'était évanouie, remplacée par l'énergie débordante d'un homme qui venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Il vint derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. Ça sent incroyablement bon, murmura-t-il contre mes cheveux. Tu as bien dormi? Comme un bébé, mentis-je. Je me tournai dans ses bras et lui tendis une assiette. J'ai envoyé cette autorisation. Tu devrais avoir les fonds maintenant. Il sourit, et pendant une seconde, je cherchais une trace de culpabilité. Il n'y en avait aucune. Il n'y avait que du soulagement et un éclair de triomphe. Tu me sauves la vie, Audrey. Les investisseurs vont être impressionnés. Cela sécurise l'affaire. Je suis contente, dis-je, en le regardant manger. Je pensais que je devrais peut-être me joindre à vous pour l'un de ces dîners. Cela fait un moment que je n'ai pas rencontré l'équipe de New York. Dylan s'arrêta de mâcher pendant une fraction de seconde. C'était presque imperceptible. Il avala et secoua la tête, riant légèrement. Bébé, tu t'ennuierais à mourir. Ce ne sont que des discussions techniques et de la fumée de cigares. En plus, tu as déjà assez à faire avec l'acquisition de l'hôtel. Laisse-moi m'occuper du sale boulot. Toi, contente-toi d'être la reine du château. La reine du château. C'était sa nouvelle narration favorite. Il me voulait sur le trône pour que je ne remarque pas qu'il pillait le trésor. Tu as raison, dis-je, prenant une gorgée d'eau pour faire passer la bile qui me montait à la gorge. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi pour gérer les détails fastidieux. Il m'embrassa sur la joue avant de partir, attrapant une pomme au passage. Ne m'attends pas. On risque de finir tard ce soir pour célébrer la signature. Amuse-toi bien, lançai-je. Dès que la porte de l'ascenseur se referma, le sourire quitta mon visage comme un rideau lourd qui tombe. Je me rendis dans mon bureau à domicile et verrouillai la porte. Je n'allais pas au bureau ce jour-là. Je m'assis dans mon fauteuil ergonomique, fixant les écrans, attendant que les miettes numériques apparaissent. À 11h45, ma ligne sécurisée sonna. Dis-moi, dis-je. Ce n'est pas un fournisseur. La voix d'Elliot était sèche, dénuée d'émotion. Les fonds sont passés du compte d'exploitation à une société de portefeuille appelée Clear Horizon LLC. De là, ils ont été immédiatement virés à un concessionnaire à Hinsdale. Je sentis une sensation de froid se propager dans ma poitrine. Ce n'était pas un chagrin d'amour, le chagrin est chaud et désordonné. C'était le froid de la clarté. Quel genre de concessionnaire, Elliot? Velocity Automotive, dit-il. Ils sont spécialisés dans les importations italiennes. Le virement a été signalé comme un dépôt prioritaire. 380 000 $, répétai-je. Ce n'est pas un leasing. C'est un achat. On dirait bien, dit Elliot. Audrey, veux-tu que je signale cela comme un détournement de fonds? Je peux geler les comptes de la filiale en 10 minutes. Non, dis-je instantanément. Pas encore. Si nous les gelons, il prétendra que c'est une erreur. Il dira que c'était un malentendu, un prêt personnel qu'il avait l'intention de rembourser. Il va broder une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse conduire, dis-je. Continue la surveillance. Je veux l'historique complet de chaque transaction de plus de 5 000 $ effectuée avec sa carte d'entreprise au cours des 6 derniers mois. Je raccrochai. Je restais assise là, dans le silence de ma maison de plusieurs millions de dollars. Je ne pleurais pas. Je ne jetais pas le presse-papier à travers la pièce.
Au lieu de cela, j'ouvris un nouveau tableur. Je tapais l'actif dans une colonne et les passifs dans l'autre. Sous passif, je tapais Dylan Cross. Je passais l'après-midi à fouiller. J'avais donné de l'autonomie à Dylan parce que je lui faisais confiance, mais je possédais toujours l'accès racine à l'intégralité du serveur d'Asterin. Je contournais l'interface utilisateur standard et entrais dans les journaux système. Je voulais voir ce que le PDG de ma filiale faisait quand il n'achetait pas de Ferrari. Je trouvais l'activité anodine habituelle, courriel aux entrepreneurs, vérification de calendrier. Mais ensuite, je vis une alerte dans le protocole de sécurité datant d'il y a 3 jours. Il y avait une connexion avec les identifiants de Dylan à 2 heures du matin. Il avait accédé à un dossier restreint, le Sovereign Investment Trust. Mon souffle se coupa. Ce dossier ne contenait pas de projet de construction ou de permis de zonage. Il contenait les contrats de notre capital familial à long terme, les actifs liquides qui garantissaient l'effet de levier de toute l'entreprise. Dylan n'avait rien à faire dans ce dossier. Il avait un accès en lecture seul, mais les journaux montraient qu'il avait passé 40 minutes à examiner les clauses de liquidation et les droits de transfert au conjoint. Il ne se contentait pas de voler de l'argent pour une voiture. Il étudiait l'architecture de mon empire pour voir s'il pouvait en retirer une pierre angulaire sans que le toit ne s'effondre sur lui. Je fermai l'ordinateur portable. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sanglantes à travers la pièce. Dylan se pensait malin. Il pensait jouer une partie d'échecs sophistiquée pendant que sa femme s'occupait d'arrangements floraux. Mais il avait commis une erreur fatale, il avait supposé que parce que j'étais silencieuse, j'étais aveugle. Il venait d'acheter une voiture avec de l'argent volé. Il faisait des recherches sur la manière d'accéder à mon capital. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant les rues de Chicago. J'aurais pu l'arrêter aujourd'hui. J'aurais pu appeler la police, mais ce serait trop facile. Ce serait un divorce désordonné, et il pourrait repartir avec un accord financier juste pour qu'il s'en aille. Non, j'avais besoin qu'il aille plus loin. J'avais besoin qu'il se sente tellement en sécurité, tellement intouchable, qu'il appose sa signature sur quelque chose qui ne mettrait pas seulement fin à notre mariage, mais qui l'anéantirait, lui. Je retournai à la cuisine et commençai à couper des légumes pour le dîner. Quand il rentrerait ce soir, je l'interrogerais sur sa journée. J'écouterais ses mensonges sur les investisseurs et les négociations difficiles. Je sourirais. Je verserais son vin. Et j'attendrais. La voiture n'était que l'entrée. J'allais attendre qu'il essaie de commander le plat principal. La notification sur mon serveur crypté arriva à 10h09 du matin. C'était un simple fichier PDF d'Elliott intitulé sobrement un tracé d'actifs. Je m'assis dans mon bureau à domicile, porte verrouillée et store fermé, protégeant la pièce du matin gris de Chicago. Je n'ouvris pas le fichier immédiatement. Je pris une gorgée d'eau, centrai ma respiration et cliquai sur la souris. Les 380 000 $ avaient voyagé vite. Ils étaient passés d'Asterin Urban Development à la société de portefeuille mentionnée par Elliott, puis en l'espace de 2 heures, ils avaient été virés à un concessionnaire automobile de luxe à Hinsdale. Mais la facture jointe au virement bancaire était la preuve irréfutable. C'était un bon de commande pour une Ferrari Portofino. La couleur indiquée était Rosso Corsa. L'acheteur n'était pas Dylan Cross, l'acheteur figurait sous le nom de Velvet Sky LLC. Je m'appuyais contre le dossier de ma chaise. Mon mari n'avait pas acheté de voiture pour lui-même. Dylan conduisait une Mercedes classe S de fonction. Une décapotable rouge vif n'était pas son style, c'était trop voyant, trop peu pratique pour un homme essayant de projeter une autorité de cadre supérieur. C'était un cadeau. Je saisis le téléphone et composai le numéro d'Elliott. Je l'ai sous les yeux, dis-je quand il répondit. J'ai extrait les statuts constitutifs de Velvet Sky LLC, dit Elliott d'une voix nette. Elle a été enregistrée il y a 3 semaines. L'agent enregistré est un service juridique générique, mais l'adresse postale renvoie à une boîte postale dans River North. Creuse davantage, dis-je. Mais pour l'instant, j'ai besoin des données brutes. Envoie-moi les relevés de cartes de crédit non caviardés du fonds discrétionnaire de la filiale. Remonte sur 6 mois. C'est envoyé, répondit Elliott. Audrey, sois prudente. Je raccrochai et ouvris le nouveau fichier. C'était un tableur contenant des milliers de lignes de données. Je commençais à faire des recoupements. Sur un écran, j'avais le calendrier officiel de Dylan lui géré par sa secrétaire rempli de réunions de conseils d'administration, de visites de sites et de dîners de relations investisseurs. Sur l'autre écran,
j'avais le registre des dépenses. Il me fallut moins d'une heure pour démanteler la réalité de mon mariage. Le 12 mai, le calendrier de Dylan indiquait qu'il était à une audience de zonage qui s'était prolongée tard. Le relevé de carte de crédit indiquait un dîner pour 2 dans un steakhouse du West Loop, suivi de frais dans un hôtel boutique 5 étoiles. L'addition pour le dîner était de $600. Les responsables du zonage ne mangent pas de steak à $600. Le 4 juin, il prétendait être à une conférence à Détroit. La carte de crédit indiquait une transaction dans un spa de luxe à Scottsdale, en Arizona. Le 15 juillet, une dépense pour un bracelet de tennis en diamant apparaissait sous la catégorie fourniture de bureau. Le vendeur était un bijoutier haut de gamme sur Oak Street, mais le code de dépense avait été manuellement modifié. Je ressentis un goût métallique et froid dans la bouche. Ce n'était pas un dérapage. C'était un style de vie. Il finançait une seconde existence en utilisant les bénéfices de l'entreprise que j'avais bâtie. Je réduisis le tableur et ouvris les fichiers du projet d'expansion du lac Michigan. Je devais en être absolument certaine. Je me connectais à la base de données municipale en utilisant mes identifiants de promoteur. Je cherchais les demandes de permis. État, en attente d'examen. Dernière action, il y a 4 mois. Il n'y avait pas de nouveaux investisseurs. Aucune clôture d'affaires n'était imminente. Les $380 000 étaient simplement un vol, habillé en costume cravate. Il m'avait regardé dans les yeux, m'avait embrassé sur le front et m'avait dépouillé pour acheter un jouet à quelqu'un d'autre. Je fermais l'ordinateur. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de voir la manifestation physique de cette trahison. Je connaissais les habitudes de Dylan. S'il achetait une voiture tape à accent grave-l'œil pour une femme en ville, elle ne la garderait pas dans un garage, elle s'en pavanerait. Et un mardi après-midi à Chicago, il n'y avait qu'un seul endroit pour exhiber de l'argent frais. Je pris mon sac à main et conduisis ma berline noire vers le Magnifique Mile. La ville était en pleine effervescence. Les touristes encombraient les trottoirs, les yeux levés vers les gratte-ciel, ignorant que la moitié des bâtiments étaient hypothéqués jusqu'au cou et que les gens à l'intérieur se noyaient dans les secrets. Je m'engageai dans le parking des boutiques du 900 North Michigan. C'était le genre d'endroit où les voituriers garaient des Lamborghini au premier rang et où tous les autres montaient en spirale jusqu'au 4e étage. Je roulais lentement, balayant du regard les places réservées près des ascenseurs. Mon cœur battait à un rythme lent et lourd contre mes côtes. Je me disais que je faisais juste du shopping. Que j'étais juste Audrey Butler, femme d'affaires accomplie, s'offrant une nouvelle écharpe. Puis je la vis. Elle était garée de manière agressive sur 2 places près de l'entrée, brillant sous les néons comme une goutte de sang frais, une Ferrari Portofino Rosso Corsa. Je vérifiai la plaque d'immatriculation par rapport à l'image qu'Elliot m'avait envoyée. C'était elle. Je garai ma berline sur une place 3 rangées plus loin, coupai le moteur et attendis. Le cuir de mon volant paraissait frais sous mes mains crispées. Je surveillais les portes de l'ascenseur. 10 minutes passèrent, puis 20. À 14h45, les portes de l'ascenseur coulissèrent. Le bruit de talons au claquant sur le béton résonna dans le garage avant même que je ne la voie. Elle sortit avec l'assurance de quelqu'un qui croit que le monde est un plateau de tournage et qu'elle en est le personnage principal. Elle semblait avoir environ 26 ans. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, un pantalon de yoga moulant qui coûtait plus cher qu'une mensualité de crédit immobilier, et une veste de créateur courte. Elle tenait son téléphone, parlant à la caméra, se filmant alors qu'elle marchait vers la Ferrari. C'était Roxy Val. Je reconnus le type immédiatement. C'était le genre de femme qui traitait la vie comme une opportunité de création de contenu. Elle était belle, oui, d'une manière travaillée et filtrée. Mais ce qui me frappa, c'était l'arrogance dans sa posture. Elle ne marchait pas comme si elle avait de la chance de conduire cette voiture, elle marchait comme si on la lui devait. Elle s'arrêta devant la Ferrari, prit une petite pause pour son téléphone, puis retint son clair et creux qui m'irrita les nerfs. Elle portait 3 grands sacs de shopping provenant de magasins où Dylan avait prétendu acheter des cadeaux pour des clients. J'aurais pu rester dans ma voiture. J'aurais pu prendre des photos à travers le pare-brise et partir, remettre les preuves à mon avocat et mettre fin à tout cela à distance. Cela aurait été le choix de la sécurité. Cela aurait été l'Audrey qui évitait les conflits. Mais cette Audrey-là était restée à la maison aujourd'hui. J'ouvris la portière de ma voiture. Le bruit fut fort dans le garage silencieux. Roxy s'interrompit, la main à mi-chemin de la poignée de la Ferrari. Elle leva les yeux, balayant le garage du regard.
Je sortis de l'ombre du pilier en béton. Je portais un blazer bleu marine ajusté et un pantalon, mes cheveux tirés en un chignon sévère. Je ne ressemblais pas à une influenceuse. Je ressemblais à la personne qui signait les chèques pour les influenceuses. Je marchais droit au milieu de l'allée, mes talons produisant un son net et autoritaire. Je ne me pressais pas. Je marchais du pas régulier et terrifiant d'un avis de saisie arrivant par la poste. Roxy abaissa ses lunettes de soleil, plissant les yeux vers moi. Elle ne me reconnaissait pas encore. Pour elle, je n'étais qu'une femme en costume marchant dans un parking. Elle se détourna vers sa voiture, m'ignorant, et appuya sur le bouton de déverrouillage de sa clé. La Ferrari émit un bip. Je m'arrêtai à 3 mètres d'elle. Belle voiture, dis-je. Ma voix était calme, conversationnelle, résonnant légèrement contre les murs de béton. Roxy se retourna, un sourire poli mais dédaigneux plaqué sur le visage. Merci. Mon petit ami vient de me l'offrir. Je sais, dis-je. C'est moi qui l'ai payé. Le sourire vacilla. Elle se figea, le pouce planant sur l'écran de son téléphone. Elle me regarda vraiment, et je vis le moment où elle comprit. Elle vit les bijoux coûteux que je portais, ma façon de me tenir, la ressemblance avec la femme qu'elle avait probablement vue en arrière-plan de la vie de Dylan. Je ne bougeais pas. Je restais simplement là, attendant qu'elle comprenne que le jeu auquel elle pensait jouer venait de changer de propriétaire. L'air dans le parking semblait lourd, saturé d'odeurs d'échappement et de parfums coûteux. J'observais Roxy Val digérer ma déclaration. Pendant une seconde, je vis la panique briller dans ses yeux que l'instinct d'un voleur prit la main dans le sac mais une autre expression prit le dessus. C'était un regard de défi, alimenté par l'arrogance d'une femme qui croit avoir déjà gagné la guerre. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle fit un pas vers moi, ses talons claquant agressivement sur le béton. Elle pencha la tête, m'inspectant avec une fausse sympathie destinée à blesser plus profondément que n'importe quel couteau. « Vous êtes Audrey » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur écœurante. « Je vous reconnais d'après les photos sur son bureau. Bien que, honnêtement, vous paraissiez beaucoup plus vieille en personne. » Elle attendit que je tressaille. Je ne bougeais pas. Je gardais un visage parfaitement lisse, les mains détendues le long du corps. « Je suppose que je devrais vous saluer » continua Roxy, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que l'odeur de sa brume corporelle à la vanille devienne entêtante, puisque nous sommes pratiquement de la famille maintenant. Dylan me parle de vous tout le temps. Enfin, pas tout le temps. Généralement juste quand il se plaint de la sensation d'étouffement à la maison. Elle leva la main, faisant balancer le porte-clés de la Ferrari juste devant mon visage. Le boîtier en plastique rouge accrocha la lumière des néons. Elle l'agita légèrement, un cliquetis provocateur qui résonna dans le silence du garage. Il m'a dit qu'il avait acheté ça parce qu'il voulait voir quelqu'un profiter enfin de la vie, dit-elle, ses lèvres s'étirant en un rictus cruel. Il dit que vous étiez ce qu'elle était le mot ? Intense. Non, ce n'était pas ça. Ennuyeuse. Il dit que vous êtes ennuyeuse. Il dit que vivre avec vous, c'est comme vivre avec un tableur. C'était la réplique censée me briser. C'était le moment où j'étais censé crier, me jeter sur elle, m'effondrer dans une mare de larmes d'insécurité. C'était une attaque calculée contre mon âge, ma personnalité et mon mariage. Mais Roxy Val ne comprenait pas à qui elle s'adressait. Elle pensait s'adresser à une épouse bafouée. Elle ne réalisait pas qu'elle s'adressait à la personne qui possédait l'hypothèque sur son existence tout entière. Je regardais le porte-clés. Puis je regardais son visage, qui attendait, désespéré d'obtenir une réaction. Je souris. Ce n'était pas un sourire amer, c'était un sourire sincère et poli, celui que j'adressais au cadre débutant lorsqu'il faisait une suggestion stupide lors d'une réunion de direction. C'est une voiture magnifique, dis-je doucement. La tenue de route de la Portofino est exceptionnelle, surtout au bord du lac. Je suis sûr que vous l'apprécierez. Le rictus de Roxy vacilla. Son sourcil se fronça de confusion. Elle avait jeté une grenade, et je m'étais contenté de complimenter les éclats. C'est tout, aboya-t-elle, sa voix perdant son enrobage sucré. Vous n'allez pas me demander depuis combien de temps ça dure? Vous n'allez pas me demander s'il m'aime? Je n'ai pas besoin de poser de questions quand j'ai déjà les réponses, répliquai-je calmement. Conduisez prudemment, Roxy. L'assurance sur ce véhicule est assez élevée. Je me détournai, la congédiant comme s'il s'agissait d'un voiturier. J'en avais fini avec elle.
l'absence de conflit la rendait furieuse. Elle avait besoin de drame pour valider sa position. Si je ne me battais pas, elle n'était pas victorieuse, elle n'était qu'une maîtresse dans un parking. Et, cria-t-elle, sa voix aiguë résonnant contre les murs. Ne me tournez pas le dos. Vous vous croyez supérieur parce que vous avez l'alliance? Regardez ça. Elle tendit le bras, agitant son poignet. Il m'a offert ça pour nos 3 mois. Et ce sac. Nous l'avons acheté à Vegas la semaine dernière alors que vous pensiez qu'il était en conférence. Je m'immobilisai et jetai un regard par-dessus mon épaule. À son épaule pendait un sac à main matelassé en édition limitée. Je le reconnus immédiatement, il correspondait à une dépense de $3200 sur la carte de l'entreprise, classée sous fourniture de bureau pour le département marketing. Mais ensuite mes yeux dérivèrent vers son poignet, et le souffle me manqua. Elle portait une montre en platine avec un cadran en nacre et une lunette distinctive en saphir bleu. Ce n'était pas seulement une montre coûteuse, c'était une pièce commandée exclusivement pour le gala de charité annuel de la Fondation Asterin. Il n'en existait que 5 au monde. J'avais moi-même signé le bon de commande. Elle était censée se trouver dans le coffre-fort sécurisé du siège social, en attendant d'être vendue aux enchères pour récolter des fonds pour les soins pédiatriques. Dylan n'avait pas seulement utilisé l'argent de l'entreprise pour lui acheter des cadeaux. Il avait physiquement retiré un actif du coffre-fort de la société. Ce n'était pas de l'adultère, c'était un vol qualifié. Un calme étrange m'envahit. Jusqu'à cet instant, il y avait une infime partie de moi, stupide, qui voyait cela comme une tragédie personnelle. Mais voir cette montre à son poignet changea tout. Ce n'était plus un différend domestique. C'était une scène de crime. C'est une très jolie montre, dis-je, ma voix descendant dans un registre presque mécanique. Elle vous va bien. Roxy repoussa ses cheveux, caressant le métal volé. Je sais. Dylan dit que je mérite ce qu'il y a de mieux. Il a certainement des goûts coûteux, dis-je. Je retournai vers ma voiture. Je l'entendais pester derrière moi, frustré de ne pas avoir réussi à me faire saigner. Elle voulait une bagarre, mais je n'allais pas lui en donner une et pas ici, pas alors qu'elle n'était qu'un symptôme de la maladie. J'atteignis ma berline et ouvris la portière. En me glissant sur le siège conducteur, je sortis mon téléphone. À travers la vitre teintée de ma fenêtre latérale, l'angle était parfait. Roxy était toujours près de la Ferrari, consultant son téléphone, probablement en train de texter Dylan pour lui dire que sa femme était folle. Je levai mon appareil photo. Le reflet dans mon rétroviseur latéral cadrait parfaitement la scène, Roxy, la Ferrari avec sa plaque de concessionnaire, et le profil net de son visage. Je pris 3 photos en succession rapide. Puis je zoomai et pris une photo supplémentaire, centrée entièrement sur la montre à son poignet. Je baissai le téléphone et démarrai le moteur. Je ne pleurais pas. Mes yeux étaient secs et mes mains étaient fermes sur le volant. Alors que je sortais du garage, laissant la fille à la voiture rouge derrière moi dans la pénombre, je sentis une transformation s'opérer. La douleur que j'avais ressentie plus tôt ce matin-là s'était évaporée. Elle avait été remplacée par une sensation froide, dure et tranchante. On aurait dit de l'acier. Dylan m'avait traité d'ennuyeuse. Il m'avait comparé à un tableur. Il allait apprendre que les tableurs sont les choses les plus dangereuses au monde si l'on se trouve du mauvais côté de la colonne. Je me suis engagé sur Michigan Avenue, les lumières de la ville défilant de manière floue. J'en avais fini d'être l'épouse. J'en avais fini d'être la partenaire. Ce soir, j'allais être la présidente du conseil d'administration, et j'étais sur le point de réclamer le remboursement du prêt. Le trajet du parking à la maison fut un tourbillon de mouvements et de rage refoulée. Je ne me souviens pas des feux de signalisation. Je ne me souviens pas de la chanson à la radio. Je me souviens seulement de la sensation de ma peau devenant froide, comme si le sang s'était vidé de mon corps pour s'accumuler quelque part au fond de mes entrailles. Quand je suis entré dans mon penthouse, le silence qui me paraissait habituellement paisible ressemblait désormais à un vide n'attendant qu'à être rempli de violence. Je ne suis pas allé à la cuisine. Je ne me suis pas servi un verre. Je suis allé directement dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise à mon bureau, la surface en acajou fraîche sous mes paumes. J'ai pris une inspiration qui a fait trembler ma poitrine, puis j'ai allumé mon ordinateur. L'audit judiciaire Laudrey qui se tenait dans le parking et souriait à la maîtresse de son mari avait disparu. À sa place, en tant que fondatrice d'Asterin Capital, je ne cherchais plus un chagrin d'amour, je menais un audit judiciaire.
Je me suis connecté au système central avec ma clé d'administration principale. Ce niveau d'accès me permettait de tout voir, pas seulement les rapports superficiels que Dylan préparait pour le conseil, mais les données brutes qui coulaient dans les veines de l'entreprise. J'ai extrait l'historique financier d'Asterin Urban Development pour les 24 derniers mois et je l'ai placé à côté du calendrier personnel de Dylan. C'était comme regarder un film où l'on voit enfin le fantôme à l'arrière-plan de chaque scène. J'ai vu l'architecture d'une double vie construite avec une précision terrifiante. 3 mars, le calendrier de Dylan indiquait une inspection de site de 3 jours à Seattle. Il avait prétendu que la météo avait retardé son vol de retour. J'ai extrait le rapport de dépenses. Il y avait bien un vol, oui, mais pas pour Seattle. Le journal de bord du jet d'entreprise montrait un détour par Cabo San Lucas. Les dépenses pour ces 3 jours étaient classées sous relations clients. Le détail incluait la location d'une villa privée avec piscine à débordement chauffé et un chef personnel. 10 août, il y avait un débit de $4000 répertorié comme fourniture de bureau. J'ai examiné l'image du reçu stocké dans le cloud. Ce n'était pas pour du papier ou du toner. C'était un reçu d'une boutique de luxe à Las Vegas pour un sac à main, la même marque que je venais de voir à l'épaule de Roxy. J'ai ressenti une vague de nausée, mais je l'ai refoulée. J'ai forcé mes yeux à continuer de lire. Les entrées pour des dîners avec des clients étaient éparpillées dans le grand livre comme des impacts de plomb. J'ai recoupé les dates avec les systèmes de réservation des restaurants. C'était presque toujours des tables pour 2. Les additions incluaient des bouteilles de champagne à $600 l'unité. Ce n'étaient pas des réunions d'affaires. C'étaient des rendez-vous galants. Il lui faisait la cour avec mon argent. Il construisait une romance en utilisant les briques de mon empire. Découvrir la trace écrite. J'ai ouvert ensuite le journal des télécommunications. J'ai demandé les données brutes pour le téléphone portable professionnel de Dylan. L'écran s'est rempli de numéros. Je les ai triés par fréquence. Un numéro se distinguait. Il apparaissait des milliers de fois. Il apparaissait le matin pendant son trajet vers le travail. Il apparaissait à l'heure du déjeuner. Mais ceux qui ont fait trembler mes mains étaient les appels passés la nuit. Le journal affichait des appels à 21h30, 22h15, 23h. C'étaient les moments où Dylan me disait qu'il était coincé dans une réunion ou qu'il gérait une crise. Il n'était pas en réunion. Il était au téléphone avec elle, probablement en train de se plaindre de moi, probablement en train de planifier leur prochaine escapade. Pendant que j'étais assise dans la pièce d'à côté à m'inquiéter de son niveau de stress, j'ai branché un disque SSD sur le port USB. Je ne faisais plus confiance au cloud. J'avais besoin de quelque chose de physique, quelque chose qu'il ne pourrait pas supprimer. J'ai commencé le transfert. J'ai créé des dossiers étiquetés par date. À l'intérieur de chaque dossier, j'ai placé les preuves, l'entrée du calendrier, la transaction par carte de crédit, le journal de vol et le relevé téléphonique. C'était un dossier de trahison. C'était un acte d'accusation. Je pensais avoir vu le pire. Je pensais que les bijoux et les voyages étaient l'étendue de sa cupidité. Puis j'ai trouvé le contrat. Je passais en revue la liste des fournisseurs de la filiale, à la recherche d'autres irrégularités, quand j'ai remarqué un paiement mensuel récurrent de $100 000 à une société appelée Northbridge Advisory LLC. Le nom sonnait professionnel. Cela ressemblait à un cabinet de conseil légitime que nous pourrions engager pour l'urbanisme ou la navigation réglementaire, mais le montant a déclenché mon instinct. $100 000 par mois, c'était le prix d'un cabinet d'avocats de premier plan, pas d'un groupe de conseil générique. J'ai cliqué sur le profil du fournisseur. Le contrat était signé par Dylan Cross au nom d'Asterin et par une certaine Veille au nom de Northbridge Advisory. Mon cœur s'est arrêté. Veille. Roxy Veille. J'ai copié l'adresse indiquée pour Northbridge Advisory, 4 Sense North La Salle Street, unité 45B. J'ai ouvert une fenêtre de navigation séparée et j'ai cherché l'adresse. Ce n'était pas un immeuble de bureau. C'était un gratte-ciel résidentiel de luxe. L'unité 45B était un appartement de 2 chambres. Je me suis adossé, l'air quittant mes poumons d'un coup. Dylan ne s'était pas contenté de lui acheter des cadeaux. Il l'avait mise sur la liste de paie. J'ai rapidement additionné les paiements. Le contrat était actif depuis 2 ans. 2 ans d'honoraires mensuels, 2 ans de primes pour l'achèvement de projet. Le total s'élevait à $2 400 000. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était un détournement de fonds.
Dylan avait utilisé sa position de PDG pour créer un contrat frauduleux avec une société écran appartenant à sa maîtresse. Il détournait des capitaux d'Asterin et les blanchissait via un faux travail de consultante. Il me volait pour financer le style de vie qu'il estimait mériter. La gravité de la situation a basculé instantanément. Ce n'était plus seulement une affaire pour le tribunal du divorce. C'était un crime fédéral. C'était une fraude fiscale. C'était un manquement à l'obligation fiduciaire qui pourrait l'envoyer en prison pour une décennie. Le jeu à long terme, mon doigt survolait le téléphone. Mon instinct était de l'appeler, de hurler, de libérer la fureur qui bouillait en moi. Je voulais retourner dans ce parking et lui jeter les papiers au visage. Mais je me suis arrêté. Si je l'affrontais maintenant, il paniquerait. Il prétendrait que c'était une erreur. Il essaierait d'accéder au serveur et de supprimer les emails. Il détruirait les copies physiques des contrats. Il viderait les comptes et s'enfuirait. Ou pire, il essaierait de rejeter la faute sur moi prétendant que j'avais autorisé cela, que c'était moi qui déplaçais l'argent. C'était un menteur, et les menteurs sont dangereux quand ils sont acculés. Je devais être plus intelligente. Je devais être la joueuse d'échecs qu'il n'avait jamais soupçonnée. J'ai éjecté le disque dur et je l'ai glissé dans le coffre-fort caché derrière la bibliothèque. Je l'ai verrouillé avec un scan biométrique. Je ne pouvais pas encore frapper. Je devais le laisser penser qu'il était en sécurité. Je devais le laisser croire que le mensonge tenait bon. Je devais couper ses voies de sortie avant d'allumer la mèche. J'ai regardé l'horloge. Il était 17 heures. Dylan serait à la maison dans 2 heures, sentant le parfum d'une autre, arborant son sourire entraîné. Je me suis levé et je suis allé vers le miroir du couloir. J'ai regardé mon reflet. Mon visage était pâle, mais mes yeux étaient clairs. Il n'y avait plus de larmes. Je devais jouer le rôle de ma vie. Je devais être l'épouse aimante pour une nuit de plus. Je devais préparer le dîner. Je devais l'interroger sur sa journée. Je devais le laisser m'embrasser. Parce que quand je ferais enfin tomber le marteau, je voulais m'assurer qu'il n'ait absolument nulle part où fuir. J'allais fermer chaque porte, geler chaque compte, et le dépouiller de chaque actif jusqu'à ce qu'il soit exactement ce qu'il était quand je l'avais trouvé, un homme n'ayant rien d'autre qu'un costume bon marché et une poche pleine de mensonges. La réunion stratégique, la salle à manger privée du Langham était insonorisée, sans fenêtre, et sentait discrètement les lys coûteux et la vieille fortune. C'était le genre de pièce où les fusions étaient négociées et où les carrières politiques prenaient fin discrètement. J'étais assise en bout de la longue table en acajou. En face de moi se trouvait Monica Hill. Monica n'était pas seulement une avocate, c'était un système d'armement dans un tailleur Chanel. Nous avions fait notre droit ensemble il y a 20 ans. Je m'étais orienté vers la promotion immobilière, elle était restée dans le droit de la famille et était devenue l'avocate de divorce la plus crainte de Chicago. J'ai fait glisser le disque dur crypté et le dossier imprimé sur le bois poli. Lisa, ai-je dit. Monica a mis ses lunettes. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas offert de regard apitoyé. Elle a ouvert le dossier et a commencé à lire. Pendant 20 minutes, le seul bruit dans la pièce fut celui des pages que l'on tourne et le tintement léger des couverts alors que je picorais une salade que je n'avais aucune intention de manger. Quand elle a enfin refermé le dossier, elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Son expression était d'un calme terrifiant. Ce n'est pas une affaire de divorce, Audrey, dit-elle. C'est un acte d'accusation criminelle qui n'attend qu'à être déposé. Je sais, ai-je répondu. Pouvons-nous gagner? Gagner? Monica a laissé échapper un rire sec et tranchant. Audrey, j'ai rédigé ton contrat de mariage. Je l'ai écrit quand tu valais déjà 50 millions de dollars et qu'il conduisait une Honda. Ce document est en béton. Il stipule clairement que toute infidélité annule son droit à une pension alimentaire. Mais ceci. Elle a tapoté le dossier d'un ongle manucuré. Ce manquement à l'obligation fiduciaire, le détournement de fonds via la société écran. Nous ne allons pas seulement divorcer de lui. Nous allons l'anéantir. Elle a tiré un bloc-notes vers elle et a débouché un stylo plume. Nous avons besoin d'un assaut sur plusieurs fronts. Si nous déposons la demande de divorce en premier, il sera alerté. Il essaiera de liquider des actifs ou de détruire des preuves sur les serveurs. Nous ne pouvons pas lui donner d'avance. Alors nous le frappons partout à la fois, ai-je dit. Exactement, a dit Monica, écrivant rapidement. Nous exécutons tout simultanément.
Je vais rédiger la demande de divorce citant l'adultère et la fraude financière, mais nous ne lui signifions pas encore. D'abord, nous avons besoin de la révocation par l'entreprise. Je peux le licencier, ai-je dit. Je suis l'actionnaire majoritaire. Non, a corrigé Monica. Tu ne peux pas juste le licencier. Tu dois le révoquer pour motif grave afin de déclencher les clauses de récupération dans son contrat. Cela signifie que nous avons besoin du conseil d'administration, mais seulement de ceux en qui nous avons confiance. Une fois révoqué, son parachute doré, qui vaut environ 4 millions de dollars, est annulé. Elle a levé les yeux, le regard se durcissant. Mais il y a autre chose ici, quelque chose que tu as peut-être manqué dans la masse de données. Elle est revenue à la page 42 du dossier que j'avais compilé. C'était une impression d'un email que Dylan avait envoyé à nos comptables fiscalistes externes il y a 3 jours. Regarde l'objet, dit Monica. J'ai lu à voix haute. Réallocation d'actifs pour optimisation fiscale. Lis le corps du message, a-t-elle ordonné. J'ai parcouru le texte. Dylan demandait au comptable de préparer un transfert de 18% de ses actions de performance vers une fiducie privée. Il affirmait que c'était pour réduire sa charge fiscale pour l'exercice à venir. Je ne comprends pas, ai-je dit. Il ne possède pas encore ses actions. Elles ne sont acquises que dans 2 ans. Il le sait, a dit Monica, sa voix tombant à un murmure. Il essayait de tromper les comptables pour qu'ils approuvent un transfert de capitaux propres non acquis. S'ils avaient approuvé cela, et si tu avais signé l'audit trimestriel sans lire les petits caractères, il aurait légalement transféré la propriété de ses actions dans une fiducie que tu ne peux pas toucher. Il ne volait pas seulement de l'argent liquide, Audrey. Il se préparait à voler un morceau des fondations de l'entreprise. Un frisson m'a parcouru l'échine, sans aucun rapport avec la climatisation. Dylan n'était pas seulement cupide, il complotait activement un coup d'État. Il voulait me quitter, mais il voulait emporter le travail de ma vie avec lui. Il essaie de tout encaisser, ai-je dit. Il sait que le mariage est mort. Il essaie juste de rafler tout ce qu'il peut avant que le corps ne refroidisse. Exactement, a dit Monica. Ce qui signifie que nous sommes chronométrés. Il s'impatiente. S'il insiste à nouveau auprès des comptables, il pourrait appeler pour vérifier. Nous ne pouvons pas risquer que cette conversation ait lieu tant qu'il est encore dans la maison. Elle a arraché la feuille de son bloc et me l'a tendue. C'était un calendrier. Voici le plan, a dit Monica. Nous agissons vendredi. Tu autorises Elliot à préparer le gel bancaire. J'aurai les papiers du divorce tamponnés et prêts. Tu déclenches le verrouillage informatique, et ensuite seulement à ce moment-là nous lui disons. Vendredi, ai-je répété. C'est dans 48 heures. Peux-tu tenir le coup encore 2 jours, a demandé Monica. Peux-tu dormir dans le même lit que lui sans lui mettre un oreiller sur le visage? Je peux le faire, ai-je répondu. Je négocie avec des requins depuis 20 ans. Dylan n'est qu'un goujon qui se prend pour un prédateur. Bien, a dit Monica. Elle a pris son téléphone. Je vais commencer à rédiger les requêtes. Tu gères la logistique interne. Et Audrey. Prépare ton équipe de sécurité. Quand un homme comme Dylan réalise que la partie est finie, il ne se rend pas. Il explose. Préparez l'attaque, j'ai quitté l'hôtel et je suis monté à l'arrière de ma voiture de fonction. Je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé au siège d'Asterin. Je suis allé directement au bureau d'Elliot Price. Les parois de verre étaient dépolies, offrant de l'intimité. Elliot a levé les yeux quand je suis entré. Il a vu l'expression de mon visage et a immédiatement posé son téléphone. C'est fait, a-t-il demandé. Pas encore, ai-je dit. Nous agissons vendredi soir. J'ai besoin que tu prépares les documents pour la banque. Je veux un gel total des comptes joints et une révocation de ces lignes de crédit d'entreprise. Je veux que les lettres aux investisseurs soient prêtes à être envoyées, expliquant qu'il y a un changement de direction dû à une restructuration interne. Et Elliot. Je veux que tu rédiges la lettre de révocation. Elliot a acquiescé, le visage grave. J'aurai tout prêt. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du signal. Le signal sera un SMS, ai-je dit. Un seul mot. Quand tu le recevras, tu exécuteras tout. Ne m'appelle pas, coupe simplement les accès. Compris, dit-il. Il restait une dernière étape. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall et j'ai trouvé le chef de la sécurité du bâtiment,
un ancien marine nommé Marcus. Je lui ai demandé de marcher avec moi vers un coin tranquille du hall. Madame Cross, dit Marcus en hochant respectueusement la tête. Marcus, j'ai une situation délicate, ai-je dit en gardant une voix professionnelle. Vendredi soir, il y a une forte probabilité qu'un résident du Penthouse devienne difficile. Je mets fin à un contrat de travail et à un mariage simultanément. Marcus n'a pas scié. Monsieur Cross? Oui, ai-je répondu. Quelles sont vos instructions? Je veux une équipe en attente dans le hall. Si j'appelle, je vous veux dans l'ascenseur en 30 secondes. Et Marcus, s'il refuse de quitter les lieux après que je le lui ai demandé, je veux qu'il soit expulsé. Peu m'importe qu'il soit en smoking ou en pyjama. S'il résiste, vous le traitez comme un intrus. Nous nous en occuperons, madame, a dit Marcus. Voulez-vous que nous désactivions son badge d'accès à l'avance? Non, ai-je dit. Je veux qu'il puisse entrer. Je veux qu'il se sente à l'aise. Je veux qu'il rentre à la maison en pensant que tout est normal. Je vous ferai savoir quand couper l'accès. Je suis rentré alors que le soleil se couchait sur l'horizon que j'avais aidé à construire. La ville était magnifique, une grille d'or et d'acier. Dylan serait bientôt à la maison. Il serait probablement de bonne humeur. Il penserait que son email au comptable était en cours de traitement. Il penserait que sa maîtresse l'attendait avec sa nouvelle montre. Il penserait que j'étais toujours la même épouse ignorante qui signait tout ce qu'il lui mettait sous le nez. Il n'avait aucune idée que l'échiquier avait été complètement réorganisé pendant qu'il était occupé à s'admirer dans le miroir. Je suis entré dans le Penthouse et j'ai retiré mes talons. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à sortir les ingrédients du réfrigérateur. J'allais lui préparer son dîner préféré. Je lui servirai un verre de vin. J'écouterai le récit de sa journée. Je lui donnerai 48 heures de plus à se sentir comme un roi. Parce que quand l'horloge sonnerait vendredi soir, le château allait s'écrouler, et c'est moi qui tiendrai le détonateur. Vendredi soir, le dernier acte le vendredi soir arriva, enveloppé dans un brouillard dense et étouffant venu du lac Michigan. Mais à l'intérieur de notre Penthouse, l'atmosphère était électrique de l'énergie frénétique d'un homme préparant son couronnement. Dylan était dans le grand dressing, sifflotant un air que je ne reconnaissais pas. C'était une mélodie joyeuse et entraînante qui sonnait de manière grotesque face à la réalité de ce qui allait se passer. J'étais assise sur le bord du lit, le regardant à travers la porte ouverte. Il appliquait de l'eau de Cologne avec une main lourde. L'odeur de bois de santal et de bergamote flottait jusqu'à moi, épaisse et entêtante. C'était le même parfum qu'il portait lors de notre premier rendez-vous, et maintenant il le portait pour séduire une autre femme tout en dépensant mon argent. Il a ajusté ses boutons de manchette des carrés d'or que je lui avais achetés pour son 35e anniversaire. Il s'est tourné vers le miroir, lissant les revers de son smoking bleu nuit. Il était beau, je ne pouvais pas le nier. Il ressemblait au mari parfait, au PDG à succès, à l'homme qui avait tout. C'était dommage que dans quelques heures, il ne soit plus qu'une statistique. Tu as de l'allure, ai-je dit. Ma voix était assurée. J'avais pratiqué ce ton sous la douche pendant 20 minutes. Il était chaleureux, encourageant et complètement vide. Dylan s'est tourné, arborant ce sourire éclatant et juvénile qui avait autrefois fait fléchir mes genoux. Tu trouves? Cette réunion est cruciale, Audrey. Ces investisseurs sont de la vieille école. Ils vous jugent à la coupe de votre costume avant même que vous n'ouvriez la bouche. Qui vas-tu rencontrer déjà, ai-je demandé, feignant l'ignorance. Le consortium de Miami, a-t-il dit sans hésiter. Je t'en ai parlé. Ils sont intéressés par un partenariat sur l'expansion côtière. Si nous scellons cela, Asterin devient national. C'était un mensonge. Il n'y avait pas de consortium de Miami. Il n'y avait pas d'expansion côtière. Il y avait juste une table pour deux à la maison Lure et une maîtresse attendant une célébration. Il s'est approché du lit et s'est assis à côté de moi, prenant ma main dans la sienne. Ses paumes étaient légèrement moites. Le trac ou l'excitation? En fait, chérie, il y a un dernier obstacle, a-t-il dit, sa voix tombant à un murmure confidentiel. Pour qu'il signe la lettre d'intention ce soir, je dois montrer une preuve de liquidité. Ils veulent voir une réserve de capital substantielle sur le compte d'exploitation juste pendant 24 heures pour prouver que nous sommes sérieux. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait juré de m'aimer et de me chérir. Il me regardait avec des yeux grands et sincères, me demandant de lui remettre le couteau avec lequel il comptait me poignarder.
De combien as-tu besoin, ai-je demandé. 1 800 000 $, a-t-il dit. Il l'a dit si négligemment. 1 800 000 $. Pour lui, ce n'était qu'un chiffre. Pour moi, c'était l'insulte finale. Il avait besoin de près de 2 millions de dollars pour impressionner Roxy, pour peut-être verser un acompte sur une propriété pour elle, ou pour les cacher dans un compte offshore qu'il pensait invisible à mes yeux. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Je l'ai regardé transpirer. J'ai vu le minuscule tressaillement de sa paupière alors qu'il attendait ma réponse. Il était terrifié que je dise non. Il avait besoin de cet argent pour que son château de cartes reste debout une semaine de plus. J'ai serré sa main. J'ai forcé un sourire sur mon visage, un sourire doux et indulgent qui atteignait mes yeux juste assez pour être convaincant. Bien sûr, ai-je dit doucement. Si c'est pour ton rêve, Dylan, fais-le. Je vais autoriser le transfert depuis la fiducie immédiatement. L'air a quitté ses poumons dans un immense soupir de soulagement. Il m'a serré dans ses bras, me pressant fort. Merci, Audrey. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie. Je fais ça pour nous. Quand cet accord sera conclu, je t'emmènerai en vacances. Juste nous deux. Je te le promets. Je sais que tu fais ça pour nous, ai-je chuchoté contre sa veste de costume coûteuse. Il s'est écarté, m'a embrassé rapidement sur les lèvres, et a regardé sa montre. Je dois filer. Je ne veux pas les faire attendre. Ne m'attends pas. Cette négociation pourrait durer jusque tard dans la nuit. Bonne chance, ai-je dit. Il a saisi son téléphone et est sorti de la chambre. J'ai entendu ses pas résonner dans le couloir, puis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Le clic lourd du verrou s'engageant sonnait comme le seau se brisant sur un tombeau. L'exécution, je n'ai pas bougé pendant une minute entière. J'ai laissé le silence s'installer. Puis je me suis levé et je suis allé vers la fenêtre. J'ai regardé sa voiture de fonction sortir de l'allée et s'insérer dans la circulation, se dirigeant vers la rivière. Il était parti. Je suis allé dans mon bureau et je me suis assise à l'ordinateur. Je n'ai pas autorisé un transfert de 1 800 000 $. À la place, j'ai ouvert le portail de sécurité de la banque. Une notification rouge pulsait dans le coin de l'écran. J'ai cliqué dessus. C'était une alerte de l'algorithme de prévention des fraudes, nouvelle demande de ligne de crédit en attente d'approbation. J'ai ouvert les détails. La demande avait été soumise il y a 2 heures depuis une adresse IP correspondant à l'ordinateur du bureau de Dylan. Il demandait une ligne de crédit garantie d'un montant de 500 000 $ en utilisant nos actifs communs comme garantie, mais le demandeur principal était indiqué comme étant Audrey Butler, avec Dylan Cross comme mandataire autorisé. J'ai fixé l'écran. L'audace était à couper le souffle. Il ne se contentait pas de voler les 1,8 million de dollars que je venais de lui promettre, il essayait d'ouvrir une ligne de crédit détournée en mon nom. Il créait un fonds d'évasion dont je serais responsable. Il savait qu'une fois le divorce entamé, ses actifs seraient gelés. Alors, il essayait de s'assurer une pile d'argent liquide qui m'appartenait légalement pour financer sa défense juridique ou sa fuite. Il voulait un filet de sécurité. J'ai décroché le téléphone et composé la ligne du service client d'élite de la banque. Je n'ai pas eu besoin d'attendre. Ici Audrey Butler, ai-je dit quand le représentant a répondu. Code de vérification Alpha 9 Zulu. Bonsoir, Madame Butler. Comment puis-je vous aider? Je regarde une demande de crédit soumise plus tôt aujourd'hui sous mon nom, ai-je dit. Ma voix était nette, dénuée d'émotion. Je n'ai pas autorisé cette demande. Oh. Le représentant a marqué une pause. Je vois. Elle a été soumise avec votre signature numérique par procuration, Monsieur Cross. Monsieur Cross n'a pas mon autorisation pour ouvrir de nouvelles lignes de crédit, ai-je interrompu. Je veux que vous marquiez cette demande comme frauduleuse. Ne vous contentez pas de l'annuler, signalez-la. Je veux qu'il y ait une trace que cette tentative a été faite sans mon consentement, et je veux que l'avis de rejet soit retardé jusqu'à demain matin. Compris, Madame Butler. Je la signale dès maintenant comme activité non autorisée. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. J'ai raccroché. En la signalant comme fraude, je venais de donner une autre arme à mon avocate. Quand nous irions au tribunal, cela ne ressemblerait pas à un malentendu. Cela ressemblerait à une usurpation d'identité. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai trouvé le contact de Monica.
J'ai tapé 2 mots, ce soir, on procède. La réponse est arrivée instantanément, prête quand tu le es. Les dépôts sont en attente. Je suis passé à ma discussion avec Elliot. Il attendait. Il avait le bouton d'arrêt pour les comptes bancaires, les cartes de crédit et l'accès à l'entreprise prêt à l'emploi. Il avait juste besoin du signal. J'ai tapé le mot maintenant. Mon pouce survolait le bouton d'envoi. J'ai hésité non pas parce que j'avais des doutes. J'ai hésité parce que je voulais savourer le moment. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé où Dylan se trouvait en ce moment même. Il arriverait à la maison Lure. Le voiturier ouvrirait sa porte. Il entrerait dans la salle à manger, l'endroit où il m'avait demandé en mariage il y a 10 ans. L'hôtesse le guiderait vers la meilleure table près de la fenêtre, surplombant la rivière. Roxy serait là, portant une robe que j'ai payée, sirotant du champagne que j'ai payé. Il sourirait. Il lui dirait que l'argent arrivait. Il lui dirait que sa femme n'y voyait que du feu, que le transfert était approuvé, qu'ils étaient riches. Il commanderait le vin le plus cher de la carte. Il se sentirait comme le roi de Chicago. Je voulais qu'il prenne cette première gorgée de vin. Je voulais qu'il ressente la hauteur du sommet avant que je ne le pousse dans le vide. J'ai vérifié l'heure. 19h30, il serait assis maintenant. Il serait en train de commander. J'ai regardé le curseur clignoter à côté du mot maintenant. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans le Pantouse était frais et pur. L'odeur de son parfum s'estompait. J'ai appuyé sur envoyer. La démolition à 19h45 du soir, mon mari franchit les doubles portes dorées de la maison Lure. C'était un restaurant qui sentait le beurre noisette, l'huile de truffe et l'exclusivité. Il y a 10 ans, à la table 4, près de la baie vitrée surplombant la rivière Chicago, Dylan s'était mis à genoux et avait promis de prendre soin de moi pour toujours. Ce soir, il était assis à cette même table exacte, mais la femme en face de lui n'était pas son épouse. Roxy portait la robe vert émeraude dont je savais qu'elle avait coûté $2000 parce que j'avais vu le débit sur l'Amex d'entreprise mardi dernier. Elle était radieuse, rayonnante de l'anticipation de la manne financière que Dylan lui avait promise. Il se tenait la main par-dessus la nappe blanche, riant d'une blague qui était probablement à mes dépens. Dylan fit signe au sommelier, commandant une bouteille de Bordeaux vintage qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il ressemblait à un homme qui avait conquis le monde. Il n'avait aucune idée qu'il était déjà mort. J'étais assise dans mon bureau à domicile, la seule lumière provenant des 3 moniteurs disposés en demi-cercle devant moi. Mon téléphone reposait sur le bureau en acajou, l'écran brillant d'une seule discussion. Le destinataire était Elliot Price. La boîte de messages contenait un seul mot. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas ressenti de pointe de regret. J'ai regardé l'horloge numérique sur mon écran. Il était 19h46. J'ai appuyé sur envoyer. Maintenant. Le statut du message est passé de envoyer à remis en une seconde. La réponse fut immédiate, pas en mots, mais par la soudaine cascade de données à travers mes moniteurs. J'avais donné à Elliot l'autorité d'exécuter une démolition financière synchronisée, et il avançait avec la rapidité d'un algorithme de trading à haute fréquence. Phase 1, les banques sur le moniteur de gauche, je surveillais le portail sécurisé de notre compte de chèque joint principal. C'était le réservoir, le compte où le salaire de Dylan était déposé, où nos dividendes arrivaient, et d'où il tirait sa confiance. Le solde s'élevait à un confortable $640 000. En temps réel, les chiffres vacillèrent. Une commande de transfert initiée par Elliot balaya la totalité du solde, laissant exactement $0. Les fonds furent instantanément acheminés vers un nouveau compte de fiducie distinct uniquement à mon nom, protégé par un pare-feu juridique que Monica avait construit plus tôt dans la journée. Ensuite vinrent les lignes de crédit. J'ai regardé le statut de la carte American Express Centurion, la lourde carte en métal noir que Dylan adorait claquer sur les tables de restaurants, passer des actives à fermer à voler compromise. La Visa Infinite suivit le même chemin. La ligne de crédit principale rattachée à la valeur nette de notre maison fut gelée. Dylan était actuellement assis dans un restaurant français, sur le point de commander un soufflet avec un portefeuille plein de plastique qui n'était plus que du matériau de rebut. Phase 2, l'identité de l'entreprise sur le moniteur central, j'avais une vue à distance de l'état du serveur d'Asterin. Le département informatique, agissant sous mes ordres écrits directs en tant qu'actionnaire majoritaire, a initié un protocole de déconnexion forcée pour l'identifiant utilisateur, des points cross-basio. Si Dylan avait regardé son téléphone à ce moment-là,
il aurait vu son application de messagerie devenir soudainement blanche, suivie d'une invite demandant un mot de passe. S'il essayait d'entrer son mot de passe, il s'apercevrait qu'il ne fonctionnait plus. Son accès au lecteur cloud, aux listes de contacts, aux plans de projet et aux données sensibles des investisseurs était coupé. Le pont-levis numérique avait été relevé, et il se retrouvait debout dans les douves. Simultanément, le système des ressources humaines généra un document qu'Elliott avait rédigé. C'était un avis de révocation pour motif grave. Le motif énuméré n'était pas vague, il citait des clauses spécifiques de son contrat de travail concernant une faute grave, un détournement de fonds de l'entreprise et un manquement à l'obligation fiduciaire. Ce n'était pas un licenciement économique. C'était une révocation qui le dépouillait de son indemnité de départ, de ses options d'achat d'actions et de sa dignité. L'email était programmé pour arriver dans sa boîte de réception à laquelle il ne pouvait plus accéder et un coursier physique était déjà en route vers le restaurant pour lui remettre une copie papier en main propre. Phase 3, l'attaque juridique. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Monica, déposé. Numéro de dossier 24 DO 9112. L'ordonnance de protection temporaire concernant les actifs est active. Monica venait de déposer électroniquement la demande de dissolution de mariage auprès du tribunal de circuit du comté de Cook. Contrairement à un divorce standard sans faute, ce dépôt comprenait 80 pages de pièces jointes. Il incluait les reçus pour la Ferrari, les journaux de bord des vols vers Cabo, les factures pour les bijoux et le contrat accablant avec Northbridge Advisory LLC. En le déposant maintenant, avant même qu'il ne sache ce qui se passait, nous avions légalement verrouillé le statu quo. S'il essayait de déplacer un seul centime ou de vendre un seul actif à partir de ce moment, il serait en outrage au tribunal. Mais je n'avais pas fini. Il restait une dernière porte que je devais fermer, une porte dont Dylan ne savait même pas que je possédais la clé. Je me suis tourné vers le moniteur de droite. C'était mon client de messagerie privée. J'avais un brouillon en attente adressé au conseil d'administration d'Asterin Capital. C'étaient les 7 hommes et femmes qui contrôlaient le destin ultime de l'entreprise. Ils appréciaient Dylan. Il les charmait. Il jouait au golf avec eux. Je savais que lorsque la nouvelle du divorce tomberait, certains d'entre eux pourraient essayer de prendre son parti, pensant qu'il ne s'agissait que d'un différend domestique désordonné qui pourrait nuire au cours de l'action. Je devais m'assurer qu'ils comprennent que Dylan n'était pas une victime, il était un risque. J'ai ouvert le brouillon. L'objet disait « Urgent, résultat de l'audit interne et atténuation immédiate des risques ». Dans le corps de l'email, je n'ai pas parlé de sa liaison. Je n'ai pas parlé de mon cœur brisé. Le conseil d'administration ne se souciait pas des sentiments, il se souciait de la responsabilité. J'ai exposé les faits du contrat de Northbridge Advisory LLC. J'ai expliqué que le PDG de la filiale avait détourné des fonds de l'entreprise vers une société écran appartenant à un associé personnel. J'ai joint les documents d'enregistrement de la société écran indiquant le nom de Roxy et le registre des paiements signés par Dylan. Je l'ai présenté de manière parfaite. Dylan avait exposé l'entreprise à des allégations de fraude fiscale et à des poursuites judiciaires potentielles. J'ai écrit, afin de protéger l'intégrité d'Asterin et de nos actionnaires, j'ai exercé mon autorité pour mettre fin aux fonctions de M. Cross avec effet immédiat. Nous devons convoquer une réunion d'urgence demain matin pour discuter de la gestion des dégâts et de la récupération des fonds détournés. Je l'ai lu une dernière fois. C'était froid. C'était professionnel. C'était mortel. J'ai appuyé sur envoyer. L'email a été envoyé au président, au comité d'audit et au conseiller juridique général. En quelques minutes, les téléphones allaient se mettre à sonner dans les manoirs de Chicago et des Hamptons. Le temps que Dylan finisse ses amuse-gueules, il serait un paria. Personne au sein de ce conseil d'administration ne voudrait plus l'approcher. Il ne pourrait pas faire appel à des faveurs. Il ne pourrait pas manipuler le récit. Je l'avais étiqueté radioactif avant même qu'il ne sache que le réacteur fuyait. Je me suis adossé à ma chaise. Le silence dans le Penthouse était absolu. Le ventilateur de mon ordinateur vrombissait doucement, refroidissant les processeurs qui venaient de démanteler la vie d'un homme. C'était fait. Le piège s'était refermé. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai regardé l'horloge. 19h55 au restaurant. Le serveur devait s'approcher de leur table avec la bouteille de vin. Il allait présenter l'étiquette. Dylan allait hocher la tête, jouant au connaisseur. Le serveur allait déboucher la bouteille et verser une dégustation, mais le moment approchait.
L'addition arriverait à la fin du repas, mais le choc de la réalité allait arriver bien plus tôt. J'imaginais la scène, la vibration de son téléphone alors que les SMS confus de ses amis commençaient à affluer. Le message, l'échec de la connexion, le refus de la carte de crédit. J'ai pris une gorgée d'eau. Elle avait un goût pur et frais. Je n'étais plus l'épouse qui attendait à la maison. J'étais l'architecte de sa ruine, et je venais de retirer la clé de voûte de l'arche. Maintenant, tout ce qu'il me restait à faire était d'attendre que la gravité fasse son œuvre. Je n'avais pas besoin d'être assise à la table 4 de Maison Lure pour savoir exactement ce qui se passait. Je connaissais le rythme du restaurant, l'éclairage et la façon dont le son portait à travers les banquettes tapissées de velours. Je connaissais mon mari, et je connaissais cette forme spécifique d'arrogance qu'il arborait lorsqu'il pensait dépenser l'argent de quelqu'un d'autre. À 20h15, le dîner touchait à sa fin. Dylan avait commandé le grand menu dégustation accompagné d'un Bordeaux 1982 qui coûtait $3500 la bouteille. Il jouait parfaitement le rôle du magnate. Il était bruyant, expansif et ivre de son propre reflet dans la fenêtre. Roxy jouait son rôle elle aussi. Elle avait passé la dernière heure à photographier la nourriture, l'étiquette du vin et son propre poignet orné de la montre volée. Elle publiait des stories sur ses réseaux sociaux, avec des légendes remplies d'émojis diamants et de phrases comme « traitée comme une reine ». Elle diffusait sa victoire au monde entier, ignorant qu'elle documentait en réalité des preuves pour mes avocats. Puis vint le moment de vérité. Le serveur, un homme nommé Henry, qui nous servait depuis des années et qui avait probablement reconnu Dylan avec une nouvelle femme, posa le porte-addition en cuir sur la table. La note. Elle devait s'élever à plus de $5000. Dylan n'a même pas regardé le total. Il a ri de quelque chose que Roxy a dit, a plongé la main dans la poche de sa veste et a sorti la lourde carte American Express Centurion en titane noir. Il l'a posée sur le plateau d'un coup de poignet désinvolte. Ajoutez 20% pour vous-même, a dit Dylan, la voix portant légèrement. Henry a hoché la tête et a emporté le dossier. C'est le moment où le temps s'étire habituellement. La conversation à la table continue. Dylan a probablement pris une gorgée d'eau, souriant à Roxy, lui promettant que les fonds pour l'appartement seraient transférés d'ici le matin. Roxy a probablement souri en retour, touchant sa main, calculant la superficie du pantouse qu'elle pensait obtenir. Puis Henry est revenu. Il ne marchait pas avec l'efficacité brusque d'un paiement traité. Il marchait lentement. Il tenait le dossier des deux mains, le serrant contre sa poitrine comme un porteur de mauvaises nouvelles. Il s'est penché, gardant la voix basse pour éviter d'embarrasser les autres dîneurs, bien que le silence à la table attirait déjà l'attention. « Je suis terriblement désolé, Monsieur Cross, a dit Henry. La carte a été refusée. » Dylan a froncé les sourcils, le sourire ne quittant pas son visage, mais se figeant sur place. « C'est impossible. C'est une carte Centurion. Il n'y a pas de limite. » Recommencer. La puce est probablement sale. « Je l'ai passée 3 fois, monsieur, a dit Henry doucement. Le code retourné est précis. Il indique que le compte a été fermé pour des raisons de sécurité. Fermé ? La voix de Dylan est montée d'un octave. C'est ridicule. Là, il a sorti son portefeuille. Il a produit la Visa Infinite, la carte d'entreprise. Utilisez celle-ci, a lancé Dylan d'un ton sec. Et apportez-moi un autre expresso. Henry a pris la carte et s'est retiré. Roxy regardait Dylan maintenant, le sourcil froncé. Tout va bien, bébé ? Très bien. Juste un problème technique de la banque, a dit Dylan d'un geste de la main dédaigneux. Audrey a probablement fait une erreur dans les papiers au bureau. Tu sais à quel point les services administratifs peuvent être incompétents. Il me rejetait encore la faute. Il m'insultait encore. Henry est revenu plus vite cette fois. Il ne s'est pas penché. Il a simplement reposé la carte sur la table. Refusé, monsieur. L'air autour de la table semblait avoir été aspiré par un vide. Le bruit ambiant du restaurant, le tintement des couverts et le faible bourdonnement des conversations semblaient amplifier le silence à la table 4. Essayez la carte de débit, a dit Dylan, les mains commençant à trembler alors qu'il tâtonnait le cuir de son portefeuille. Il a sorti une autre carte, puis une autre. Il les a abattues sur la nappe blanche l'une après l'autre. Refusé, refusé, refusé. La sueur a commencé à perler sur le front de Dylan. Ce n'était plus la chaleur de l'alcool. C'était la sueur froide et grasse d'une terreur absolue.
Les gens aux tables voisines commençaient à se retourner. Les chuchotements ont commencé. C'est bien Dylan Cross? Je croyais qu'il était riche. Est-il en train de donner un chèque sans provision? L'attitude de Roxy a changé instantanément. L'adoration a disparu, remplacée par le regard aiguisé et calculateur d'un prédateur réalisant que sa proie n'a plus rien sur les os. Dylan, a-t-elle dit, sa voix coupant à travers les murmures. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu avais transféré l'argent. Je l'ai fait. Enfin, je vais le faire, a bafouillé Dylan. Il a saisi son téléphone. Je dois juste vérifier l'application. Ça doit être une panne générale du système. Un piratage. Ça doit être un piratage. Il a ouvert son application bancaire. Il a attendu que la reconnaissance faciale le connecte. L'écran s'est chargé. Il n'y avait pas de millions. Il n'y avait pas d'autorisation de découvert. Il y avait simplement un écran gris avec des chiffres en gras. Solde total disponible, $0. Statut, gelé. Contacter l'administrateur. Il a fixé le téléphone. Il a balayé vers le bas pour actualiser. 0. Il a balayé à nouveau. 0. C'était comme si sa vie entière avait été effacée. Je ne comprends pas, a-t-il chuchoté, la voix brisée. C'est parti. Tout est parti. Roxy le fixait. Ses yeux n'étaient pas remplis d'inquiétude, ils étaient remplis de dégoût. Elle regardait l'homme qui transpirait dans son smoking coûteux, l'homme qui paraissait soudainement très petit et très médiocre. Tu te moques de moi, a-t-elle sifflé. Tu m'amènes ici, tu commandes pour $5000 de nourriture, et tu ne peux pas payer. Tu m'as dit que tu étais le PDG. Tu m'as dit que tu possédais l'entreprise. C'est le cas, a supplié Dylan, cherchant sa main. Elle a reculé comme s'il était contagieux. Roxy, bébé, écoute. C'est juste une erreur. Je vais arranger ça. Je dois juste appeler Audrey. Je dois appeler ta femme. Roxy a ri un son dur et laid. C'est ça ta solution? Demander de l'argent à maman? Avant que Dylan ne puisse répondre, le téléphone de Roxy a vibré sur la table. C'était une vibration forte et discordante contre le verre en cristal. Elle a regardé l'écran. C'était un numéro inconnu. Elle a répondu, agacée. Quoi? Je ne peux qu'imaginer la voix à l'autre bout, mais je sais exactement ce qu'ils ont dit parce qu'Elliot m'avait transféré l'ordre de saisie 10 minutes plus tôt. Mademoiselle Val, aurait dit la voix, ici Velocity Automotive. Nous avons reçu une notification de l'assureur du contrat de leasing concernant la Ferrari Portofino. Les fonds utilisés pour le dépôt ont été signalés comme des actifs d'entreprise volés. Le véhicule a été désactivé à distance, et une équipe de remorquage est actuellement en train de le récupérer dans le garage. Le visage de Roxy est devenu livide. Le téléphone a glissé légèrement dans sa main. Comment ça, volé, a-t-elle crié, ne se souciant plus du scandale qu'elle provoquait. Il a acheté cette voiture. C'est ma voiture. C'est une pièce à conviction, madame, a dit la voix. Veuillez retirer vos effets personnels immédiatement. Roxy a lentement abaissé le téléphone. Elle a regardé Dylan. Le regard qu'elle lui a lancé n'était pas celui d'un cœur brisé, c'était de la haine. Une haine pure et absolue. Tu as volé l'argent, a-t-elle dit, la voix tremblante de rage. La voiture est saisie. Ils ont dit que c'était de l'argent volé. Non, non, Roxy. Je le jure, menteur, a-t-elle hurlé. Elle s'est levée, renversant sa chaise. Elle s'est fracassée bruyamment contre le sol. Le restaurant entier est devenu silencieux. Tous les regards étaient braqués sur eux. Tu m'as dit que tu étais un gros bonnet, a craché Roxy, saisissant son sac à main. Tu n'es rien. Tu es un imposteur. Tu m'as entraîné dans un crime. Roxy, attends. Dylan s'est levé, tendant la main vers elle. Elle a tourné sur ses talons et l'a giflé. C'était un son sec et net qui a résonné sous les hauts plafonds. Ne me touche pas, a-t-elle dit. Et ne m'appelle pas. Je ne vais pas aller en prison parce que tu es un perdant fauché. Elle a quitté précipitamment le restaurant, ses talons claquant rapidement, le laissant là au milieu des décombres de son ego. Dylan restait seul. Le serveur attendait. Le directeur s'approchait, l'air peu amusé. Les autres dîneurs le fixaient ouvertement,
certains tenant même leur téléphone pour enregistrer la chute du grand PDG. « Monsieur », a dit le directeur d'une voix glaciale. « Nous devons régler cette note, sinon nous devrons appeler la police. » Je ne sais pas ce qu'il a troqué pour sortir de là. Peut-être sa montre, peut-être ses boutons de manchette, peut-être a-t-il laissé son permis de conduire en garantie. Tout ce que je sais, c'est que 10 minutes plus tard, il courait vers le stand du voiturier, le visage rouge, la respiration courte et paniquée. Il est monté dans sa voiture de fonction sans réaliser que c'était la seule chose qui lui restait, et seulement pour quelques heures encore et a quitté le parking en trombe. Il conduisait vite. Il était en hyperventilation. Son esprit s'emballait, cherchant un coupable à cette histoire. Ça devait être des hackers. Ça devait être une erreur bancaire. Ça devait être un complot. Il rentrait à la maison pour me retrouver. Il se dirigeait vers la seule personne qui, pensait-il, pouvait arranger les choses. Il croyait de chaque fibre de son être délirant que j'étais à la maison à l'attendre, peut-être inquiète du problème technique, prête à faire un chèque pour que tout disparaisse. Il n'avait aucune idée que le problème technique était assis dans le bureau avec une tasse de thé, attendant de lui prendre ses clés. Il pensait courir vers la sécurité. Il courait en réalité vers la chambre d'exécution. Les portes de l'ascenseur du Penthouse se sont ouvertes avec un carillon doux, mais l'homme qui en est sorti n'avait pas l'air du maître de maison. Il ressemblait à un fugitif. Dylan a fait irruption dans le foyer, sa veste de smoking déboutonnée, sa cravate desserrée et le visage luisant de sueur. Il respirait fort, la panique émanant de lui par vagues. Je l'attendais dans le salon. J'étais assise sur le canapé en lin beige, les jambes croisées, une tasse de tisane posée sur une soucoupe à la main. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur ambiante de la ville à l'extérieur et un seul lampadaire qui projetait un spot sur la table basse devant moi. Audrey. Dylan a hurlé mon nom avant même de franchir le coin. Audrey, réponds à ton fichu téléphone. Tu as la moindre idée de ce qui vient de se passer? Il m'a vu. Il s'est arrêté net, la poitrine haletante. Il m'a regardé, assise là dans mon peignoir de soie, calme et posée. Et pendant une seconde, la confusion a balayé sa panique. Il s'attendait à me trouver frénétique, m'inquiétant pour les bugs bancaires. À la place, il a trouvé une statue. Les comptes sont gelés, a-t-il haleté, s'avançant vers moi, les mains tremblantes. Tous. Les cartes de crédit, les comptes courants, même les lignes de crédit d'entreprise. J'étais au dîner avec des investisseurs. Et la carte a été refusée. C'était humiliant. Tu dois appeler la banque tout de suite. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur de les débloquer. J'ai pris une lente gorgée de mon thé. J'ai reposé la tasse sur la soucoupe avec un cliquetis délibéré. Ce n'est pas une erreur, Dylan, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle était calme, assurée et terrifiante de finalité. Il s'est figé. Quoi? La banque a fait exactement ce que je lui ai ordonné de faire, ai-je dit. J'ai fermé les comptes. Tu. Quoi? Il m'a fixé, les yeux écarquillés. Pourquoi ferais-tu ça? C'est notre argent. Tu ne peux pas simplement m'empêcher d'accéder à notre argent. C'est là que tu te trompes, ai-je dit, me penchant légèrement en avant. Cette carte n'est pas la nôtre. Cet argent n'est pas le nôtre. C'est le mien. Tu n'étais qu'un utilisateur autorisé, et ce soir, j'ai décidé de révoquer l'autorisation. Le sang a quitté son visage. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il a ouvert la bouche pour parler, pour argumenter, mais la réalité de mes paroles l'a réduit au silence. Pour la première fois de notre mariage, il a réalisé que le sol sur lequel il se tenait n'était pas le sien. C'était une terre que je lui avais prêtée. Audrey, arrête de jouer, a-t-il bafouillé, essayant de reprendre pied. Je sais que tu es contrarié par quelque chose. Est-ce parce que j'ai travaillé tard? Est-ce parce que j'ai manqué le dîner? On peut en parler, mais tu dois remettre l'argent. J'ai des gens qui attendent. J'ai des contrats où tu n'as rien, ai-je interrompu. Je me suis penché vers le sol à côté du canapé et j'ai ramassé une épaisse enveloppe Kraft. Je l'ai lâchée sur la table basse. Elle a atterri avec un bruit sourd et lourd. Ouvre-la, ai-je dit. Dylan a regardé l'enveloppe, puis moi. Il s'est avancé avec hésitation, comme un homme s'approchant d'une bombe.
Il a tendu la main et a ouvert le rabat. Il a sorti la première photographie. C'était un cliché haute résolution de lui et Roxy debout à côté de la Ferrari Portofino rouge. Sa main a tremblé. Il a lâché la photo. Il a sorti la feuille suivante. C'était la facture de la Ferrari, listant l'acompte provenant des fonds volés. Puis vinrent les relevés de cartes de crédit soulignant les bijoux, les voyages à Cabo, les dîners. Puis les registres d'appels des pages et des pages documentant chaque minute qu'il passait à lui parler pendant que je dormais. Il a arrêté de respirer. Il est allé à la fin de la pile et a vu le contrat pour Northbridge Advisory LLC. Il a vu la preuve du détournement de fonds. Et enfin, il a vu l'avis de rejet de la banque pour la ligne de crédit qu'il avait tenté d'ouvrir à mon nom il y a quelques heures à peine. Le papier a glissé de ses doigts et s'est éparpillé sur le sol. Dylan a levé les yeux vers moi. L'arrogance avait disparu. La colère avait disparu. À leur place se trouvait la peur pathétique et nue d'un homme qui avait été dépouillé jusqu'à l'os. Il est tombé à genoux. C'était un geste théâtral et désespéré. Il a rampé vers le canapé, cherchant mes mains, mais je les ai retirées. Audrey, s'il te plaît, a-t-il étouffé, les larmes aux yeux. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ça ne signifiait rien. Elle ne signifiait rien. C'était juste. J'ai été stupide. J'ai été faible. Mais je t'aime. Tu sais que je t'aime. On peut arranger ça. Je vais vendre la voiture. Je vais la licencier. Ne nous fais pas ça. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme que j'avais passé 10 ans à construire, l'homme que j'avais habillé, nourri et promu. J'ai cherché dans ses yeux la moindre trace d'un amour véritable. Mais je n'y ai vu que la panique d'un parasite perdant son hôte. Tu ne m'aimes pas, Dylan, ai-je dit doucement. Tu aimes le train de vie. Tu aimes le titre. Tu aimes le sentiment d'être entretenu. Tu m'aimais quand je t'étais utile, mais je ne le suis plus. Je suis juste la personne qui sait qui tu es vraiment. J'ai saisi la deuxième enveloppe sur la table. Celle-ci était de format juridique. Je l'ai fait glisser sur la surface en marbre jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant ses genoux. Ceci est une copie de la demande de divorce, ai-je dit. Elle a été déposée par voie électronique ce soir. Elle cite l'adultère et la fraude financière. Les serrures de cet appartement seront changées dans 1 heure. Dylan fixait les papiers, secouant la tête avec incrédulité. Et en dessous de ça, ai-je continué, se trouve ta lettre de licenciement d'Asterin Urban Development. Tu es viré, Dylan. Pour motif grave. Cela signifie pas d'indemnité, pas d'option d'achat d'actions, pas de parachute doré. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il chuchoté. Le conseil d'administration. Il m'apprécie. Le conseil a déjà reçu un rapport complet sur la société Écran Northbridge, ai-je dit. Il y a une réunion d'urgence demain matin à 8 heures. Tu n'es pas invité. Tu es à l'ordre du jour. Dylan s'est levé lentement. Le choc se transformait en une agression animale, celle d'un être acculé. Son visage s'est tordu en un rictus. Je ne pars pas, a-t-il crié. C'est ma maison. Tu ne peux pas me jeter dehors au milieu de la nuit. J'ai des droits. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir parlé à mon avocat. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement pris mon téléphone et appuyé sur un seul bouton. Sécurité, ai-je dit dans le récepteur. J'ai un invité qui refuse de quitter les lieux. Nous sommes devant la porte, Madame Butler, a répondu la voix de Marcus. J'ai raccroché. Avant que Dylan ne puisse crier à nouveau, la porte d'entrée s'est ouverte. Marcus et un autre garde, un homme de la carrure d'un secondeur de football américain, sont entrés. Ils étaient vêtus de costumes sombres. Ils n'avaient pas l'air de vouloir négocier. Monsieur Cross, a dit Marcus, sa voix calme mais lourde de menace. Il est temps de partir. Dylan a regardé les gardes, puis est revenu vers moi. Il a regardé autour du Penthouse, l'art sur les murs, la vue sur la ville qu'il pensait posséder. Il a enfin réalisé qu'il était en infériorité numérique et désarmé. Il a ajusté sa veste, essayant de sauver un lambeau de dignité. Très bien, a-t-il craché. Je m'en vais, mais tu entendras parler de mon avocat. Tu vas le regretter, Audrey. Tu seras seul et misérable dans cette grande cage de verre. Je serai peut-être seul pendant un certain temps, ai-je dit.
Mais je serai riche, et je serai libre. Il s'est tourné pour partir. Attends, ai-je dit. Il s'est arrêté. J'ai pointé un doigt manucuré vers la console près de la porte. Les clés, ai-je dit. La voiture de fonction. Pose-les sur la table. Je dois bien aller quelque part, a-t-il protesté. Comment suis-je censé partir? Marche, ai-je dit. Ou appelle un Uber. Mais cette Mercedes appartient à Asterin, et tu n'es plus un employé. Dylan m'a lancé un regard de pure haine. Il a mis la main dans sa poche. Il a sorti le porte-clés de la classe et s'il l'a tenu un instant, les phalanges blanches. Puis il l'a lâché. Le son du métal frappant la table en marbre fut sec et fort. Il ressemblait au point final d'une très longue et très mauvaise phrase. Marcus s'est écarté. Dylan a franchi la porte. Il ne s'est pas retourné. La lourde porte s'est refermée avec un clic. Le verrou s'est enclenché automatiquement. Je suis resté assise là, dans le silence. Les gardes m'ont fait un signe de tête et se sont retirés dans le couloir, me laissant seul dans ma forteresse. J'ai regardé l'espace vide où mon mari se tenait l'instant d'avant. J'ai attendu que les larmes viennent. J'ai attendu le poids écrasant de la tristesse, mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti une légèreté profonde et grandissante dans ma poitrine. J'ai repris mon thé. Il était encore chaud. J'ai pris une gorgée et, pour la première fois depuis des années, j'ai goûté le thé, pas l'anxiété. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. J'ai regardé la rue 50 étages plus bas. J'ai vu une silhouette minuscule sortir de l'immeuble, seule, dans la nuit froide de Chicago. Il n'avait plus de voiture. Il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus de titre. Il n'était plus qu'un homme. Et j'étais enfin juste moi. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et discutons ensemble.